tous. Très heureux de vous accueillir pour ce webinaire de présentation d'Innovop Expérimentation Transition écologique des territoires. Alors, moi, je suis Gladys Freyer-Mutz, je suis chargée de mission Transition écologique et ville durable à la région Île-de-France. Donc en charge de copiloter ce programme avec mes collègues et les partenaires qui vont se présenter dans quelques instants. Donc pour information, ce webinaire est enregistré, vous pourrez y retrouver les informations ultérieurement. On va aussi entrecouper les différentes séquences de temps de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de conversation, on y répondra au fur et à mesure, et puis du coup on complétera aussi pendant les temps dédiés. Donc n'hésitez surtout pas, ça doit être participatif et on est là pour répondre à vos questions. Et vous aurez bien sûr aussi nos contacts email en dernier slide que vous pourrez retrouver si vous avez des questions ultérieures. Alors, juste en guise d'introduction très rapidement, donc Innovop Expérimentation Transition écologique des territoires, donc c'est une aide Innovop lancée depuis septembre 2022, qui est une aide au fil de l'eau. Donc, vous pouvez déposer en fait à tout moment. Donc, c'est une aide dédiée en fait à l'étape de l'expérimentation des solutions innovantes dans le domaine de la ville durable, un domaine en fait identifié comme stratégique par la région Île-de-France. C'est un dispositif qui a la particularité de mobiliser les partenaires de l'écosystème de la ville durable en région Île-de-France. Donc, on a 3 partenaires qui se mobilisent vraiment à vos côtés pour faciliter la rencontre entre les startups innovantes et les collectivités territoriales et faciliter la mise en place des expérimentations. Donc, je vais leur laisser la parole dans une petite minute. Voilà, si vous ne les connaissez pas, c'est aussi l'occasion de les découvrir. Leur scope d'intervention, d'ailleurs, va au-delà même de l'expérimentation. Ils sont là vraiment pour un peu faire, on va dire, tomber les barrières entre les différentes catégories d'acteurs et en fait faciliter la diffusion de l'innovation à travers toute l'économie francilienne. Donc n'hésitez vraiment pas à les rencontrer. Et c'est aussi un programme qui est largement diffusé par, au-delà des 3 partenaires qui seront à mes côtés, largement diffusé aussi par d'autres institutions qu'on remercie parce qu'en fait, il commence à être connu. Vous verrez qu'on vous présentera les 14 lauréats au cours de la session. Alors, je vais vous proposer le sommaire pour ce matin. Donc, une présentation des partenaires, suivie d'un temps de présentation du programme. Je crois que vous ne me voyez plus, mais vous m'entendez? Très bien. Parfait. Merci. Donc, suivi d'un temps de présentation et de retour d'expérience d'un binôme de lauréats qui nous font le plaisir d'illustrer en fait ce à quoi peut servir le programme. Donc, on aura un représentant de MyTroc et du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est. Un temps de questions-réponses et puis enfin, comme on a des sociétés, des solutions innovantes qui sont en recherche de terrains d'expérimentation, on aura le pitch de 2 d'entre elles qui nous présenteront leurs solutions. Voilà. Alors, sans plus tarder, donc je passe la parole à mon collègue pour se présenter. Romain. Bonjour à tous, Romain Aiglé, je travaille à la direction des aides aux entreprises de la région Île-de-France. Donc je travaille avec Gladys sur ce dispositif, mais je suis plus fléché sur l'instruction technique des dossiers. Notre collègue de la BPI, Louis, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais il va y représenter du coup le côté BPI où ils font également une instruction très poussée du dossier. Et je laisse la parole à Stéphane. Bonjour, donc je suis Stéphane Fournier, je dirige l'association Construire au futur, habiter le futur. C'est une association qui est née d'un programme PIA 3 Territoires d'innovation
programme lauréat avec en tête, en chef de file, la région Île-de-France et une centaine de partenaires qui sont à la fois des collectivités territoriales, des aménageurs, mais également des universités, instituts de formation, instituts de recherche et tout un pan de membres du consortium qui sont des membres privés. Le programme Construire au futur, habiter le futur a pour vocation de travailler sur les questions de la ville durable au travers de l'aménagement, de la construction et de la modification des usages en faveur d'une sobriété. L'association gère à la fois une quarantaine de projets en subvention qui sont portés par des collectivités territoriales, des entreprises et des universités, et un pipe d'investissement auprès de la Banque des Territoires qui a une ligne de crédit de 90 millions d'euros à disposition pour prendre des participations dans des startups innovantes en matière de villes durables. Et le rôle de construire au futur est de travailler sur des synergies et de la réplicabilité des solutions qui sont trouvées entre l'innovation et les opérateurs publics et de favoriser également le lien entre la recherche universitaire et le passage à l'échelle par l'industrialisation. Arthur, est-ce que je te passe la parole? Je vais laisser Enzo se présenter avant. Allez, bonjour à toutes et à tous. Enzo Stoffner, moi je représente la fondation Solar Impulse. Donc on est né d'un tour du monde en avion solaire qui nous a montré qu'on pouvait faire de belles choses avec les technologies qu'on avait à disposition aujourd'hui. Et à la suite de ce tour du monde, on a créé cette fondation qui a pour but d'identifier, de labelliser et d'accélérer toutes les solutions qui ont un impact environnemental positif et un modèle économique viable. Donc aujourd'hui, on a plus de 1700 solutions qui sont labellisées. Elles sont toutes disponibles sur notre site internet et on est partenaire de ce programme justement pour accélérer leur adoption sur les territoires. Donc voilà, si vous êtes une solution et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous êtes un terrain d'expérimentation, que vous avez des enjeux, dans le cadre du partenariat qu'on a avec la région Île-de-France, on peut aussi vous aider à trouver des solutions. Donc voilà. Et je passe la main à Arthur Dufaux. Merci. Bonjour à tous. Moi, je suis chargé de projet recherche, développement, innovation chez Cap Digital. Cap Digital, nous, on est un pôle de compétitivité, basé sur la région Île-de-France, également actif sur la région Hauts-de-France. Également, les pôles de compétitivité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc des structures qui ont été lancées il y a environ 17 ans par l'État, par la DGE précisément, et qui ont vocation à fédérer les acteurs d'une même filière autour de projets communs. C'est vraiment notre raison d'être. Nous, comme son nom l'indique, on est actif sur le domaine du numérique. Et donc, parmi ce vaste champ qui est le numérique, on adresse également tout ce qui est numérique au service de la transition écologique et également transition écologique du numérique. On rassemble un peu plus de 800 membres qu'on répartit du coup, comme je disais, sur plusieurs, ce qu'on appelle des communautés. On va avoir des communautés plutôt transversales sur tout ce qui va être technologie, data, intelligence artificielle et autres. Également sur la partie formation, on a une autre communauté et en fait on va avoir également des communautés plutôt sectorielles, donc sur notamment le retail, la santé, les industries culturelles et créatives et là ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'on appelle les territoires intelligents et durables, qui rassemblent environ 150 membres qui vont de la start-up en grand groupe en passant par des instituts de recherche. Donc pour citer quelques noms, on a Bouygues Construction, on a l'université Gustave Eiffel, par exemple, qui sont sur ces domaines-là, qui sont membres de Cap Digital. Voilà, donc ça fonctionne sous l'adhésion, donc les membres adhèrent au pôle pour avoir accès à différents services. Voilà. Parfait, merci à tous. Voilà, n'hésitez vraiment pas à mobiliser ces acteurs qui sont là effectivement pour faciliter la mise en place d'expérimentation, d'adoption, d'innovation. On va passer à la présentation du programme en tant que tel. Du coup, je vais redonner la parole à Arthur. Merci Gladys. Oui, pour
entrer dans le cœur du sujet, sur ce programme, donc InnovUp Expérimentation Transition écologique des territoires, pour lequel on est, donc vous avez compris, nous trois, organismes partenaires de la région et BPI France sur celui-ci. Donc c'est un programme donc, qui a été lancé, comme je le disais, en septembre 2022 et qui vise à accélérer la transformation des villes et des collectivités franciliennes par l'expérimentation de solutions innovantes. La volonté, donc, c'est vraiment de contribuer aux objectifs de la région Île-de-France et donc de ces objectifs sur l'environnement par l'innovation. Et donc pour cela, elle vise 3 grands objectifs par ce programme. Donc, le premier, ça va être de transformer, de tenter de nouvelles approches en fait à des enjeux rencontrés par les territoires franciliens. Donc, par l'innovation, de venir peut-être répondre à ces enjeux, d'une autre façon que précédemment essayé. Également, avec une volonté de co-construction. Là, on essaie vraiment d'avoir une volonté que le terrain et le porteur de solutions, voilà, discutent en amont pour bien faire correspondre, la solution aux besoins rencontrés par le terrain d'expérimentation. Et donc il y a tout un travail qui va se mettre en place, pendant toute la construction du projet pour bien s'assurer que ça corresponde, à leurs attentes. Et également donc, d'objectiver, vraiment l'idée c'est, d'objectiver opérationnellement et financièrement. Sur la partie opérationnelle, c'est donc, pour un terrain d'expérimentation, ça va être de quelle manière une solution a pu permettre de contribuer aux outils de planification territoriaux des territoires. Pour l'entreprise, ça va être peut-être aussi de voir quelles améliorations elle pourrait apporter à sa solution, suite à cette expérimentation, pour qu'elle corresponde vraiment aux besoins du marché qui est visé. Et financièrement, c'est, voilà, peut-être qu'une expérimentation pourrait également avoir des bénéfices financiers pour le territoire, avec une réduction des dépenses, ou autres, comme on va pouvoir le voir après d'ailleurs. Hem, pour ce faire, donc le programme, il offre, un soutien de plusieurs ordres, donc opérationnel, méthodologique et une expertise également. Et donc là-dessus, donc vraiment, l'idée, c'est de tester des solutions qui ont une maturité technologique, on va dire avancée, qui ont déjà, été, éprouvées et qui mériteraient juste une phase de test en situation réelle afin d'avoir un retour utilisateur, en fait, un retour utilisateur qui sera donné par le terrain d'expérimentation et qui permettra d'affiner la solution, au marché, visé et au territoire. Voilà, ça permet aussi d'évaluer, les expérimentations, sur ça, on pourra revenir aussi là-dessus. Ce programme, il offre donc, un accompagnement plusieurs types d'accompagnement. Déjà, donc, financier, hein, grâce à la région et BPI France, donc ils vont venir soutenir, l'entreprise, cofinancer en fait le programme d'expérimentation avec l'entreprise. Hem, donc sur toute la durée du projet. Donc ça, on pourra revenir sur les taux, un peu plus tard sur ce webinaire. Il offre également donc une expertise. Donc ça va être vraiment, donc notre rôle à la Fondation Solar Impulse, à Construire le futur, habiter le futur et à nous, Cap Digital, de vous accompagner en fait, dès, dès dès votre volonté de déposer un projet. On va vous proposer un rendez-vous dédié pour bien comprendre votre projet, s'assurer qu'il corresponde bien, aux attentes de ce programme et peut-être vous accompagner donc, si nécessaire, dans la recherche de terrains d'expérimentation, dans la structuration du dossier. Alors on va pas rédiger votre dossier à votre place, mais vous donner des conseils sur, les points à bien adresser, voilà, peut-être vous mettre en relation également avec, des évaluateurs externes. Je le disais tout à l'heure, mais ça peut être un point intéressant pour venir, valider, le bénéfice de votre solution, par un organisme neutre et qui vient, voilà, l'évaluer au cours du programme d'expérimentation. Également de la notoriété, donc ça tout d'abord par la région. La région, propose de nombreux événements tout au long de l'année, soit, au conseil régional, ou hors les murs. Et donc, on peut vous permettre de venir présenter votre solution, si vous êtes lauréat de ce programme et donc ça peut être intéressant. Et nous aussi, les partenaires, on propose également des solutions assez régulièrement et on peut vous convier à venir présenter le projet que vous avez, pour lequel vous êtes financé. C'est un programme du coup
qui visent des thématiques de la transition écologique au sens large. Il y en a 6 en tout qu'on voit ici. Donc tout d'abord sur l'éco-construction avec des sous-domaines comme les chantiers circulaires, les nouveaux modes de construction, la gestion des déconstructions, rafraîchissement des bâtiments ou encore le renouvellement et la maintenance des infrastructures. Donc ça, c'est pour une première catégorie. Également une partie sur tout ce qui est déchets et l'économie circulaire, avec une réduction, une valorisation des déchets, une collecte peut-être plus intelligente, de l'éco-conception des produits ou de la consommation responsable. Voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Sur la partie énergie, on va avoir tout ce qui est sobriété énergétique, bâtiments ou quartiers énergie positive, chaleur renouvelable, chaleur fatale, smart grid, voilà, c'est là aussi les sous-domaines sont nombreux. Sur la partie nature et biodiversité, ça va être tout ce qui est relatif à la préservation de la biodiversité en milieu urbain. Par exemple, la renaturation de friches industrielles ou urbaines et également. Des projets d'agriculture urbaine sont également éligibles, voilà. Sur la partie adaptation et résilience, là, on va avoir des projets, par exemple, qui ont vocation à lutter contre les îlots de chaleur urbains, à améliorer la qualité de l'air ou voilà, à anticiper certains risques environnementaux. Et enfin, une dernière catégorie sur tout ce qui est mobilité et logistique, avec des projets de mobilité durable, de logistique urbaine, voilà, comme la livraison du dernier kilomètre, ce type de domaine. Donc c'est comme je disais, c'est un programme qui a vocation donc à financer, une solution qui déploie une expérimentation sur un terrain d'expérimentation. Et ces terrains d'expérimentation, donc ils doivent, avoir, quelques caractéristiques. Tout d'abord, ils doivent être situés en Île-de-France, hein, donc c'est un programme de la région Île-de-France. Et au-delà de ça, ça doit être, ce qu'on va retrouver nous beaucoup, le plus souvent, ça va être des collectivités territoriales, pardon, des groupements qui vont donc être terrain d'expérimentation pour ces solutions. Mais on peut avoir également d'autres types de terrains, comme des sociétés d'aménagement, des syndicats mixtes, et on peut avoir dans certains cas des entreprises privées, mais uniquement dans des situations de délégation de services publics. Voilà, donc c'est une petite liste non exhaustive, hein, des terrains d'expérimentation possibles. Il peut y en avoir d'autres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est destiné à des terrains d'expérimentation plutôt à caractère public ou uniquement dans les cas de délégation de services publics, hein. Une entreprise privée n'est pas éligible directement. Merci Ouais, Arthur. je vais laisser Romain continuer sur la suite. Donc, comme vous l'avez compris, sur ce début de présentation, le but, c'est vraiment pour vous de pouvoir tester et de valider l'impact écologique positif de la solution innovante que vous essayez de développer et de pouvoir le mettre à disposition sur un terrain d'expérimentation sur lequel sera testée cette solution avec vos équipes et le terrain. Donc, le terrain, il peut s'agir d'une infrastructure spécifique. Ça peut être un bâtiment. Ça peut être également une expérimentation qui va concerner une communauté d'usagers. On peut penser par exemple à tout ce qui est biodéchets. Voilà, ça peut être à l'échelle du quartier, comment mieux traiter les biodéchets à cette échelle. On peut également expérimenter sur un jeu de données ou sur un équipement public, par exemple un équipement sportif municipal, sur tout ce qui va concerner plutôt des expérimentations autour de l'énergie, etc. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment plusieurs terrains très divers. Et ce sera à vous de bien évaluer le temps nécessaire, sachant que cela ne pourra pas durer 18 mois. Alors, qui est éligible au dispositif? Toutes les TPE, PME sont éligibles à ce dispositif, mais également les ETI, quelle que soit leur forme juridique, y compris les associations, mais uniquement les associations ayant une activité économique. Les groupements d'entreprises ou les projets collaboratifs ne sont pas éligibles. Donc des fois, on peut avoir des projets en consortium, etc., dans certains appels à projets qui touchent à la recherche, au développement et à l'innovation. Ce n'est pas le cas ici. Les projets doivent être déposés par l'entreprise seule. L'entreprise doit être obligatoirement basée en Île-de-France, c'est plutôt logique, avec au moins un établissement sur le territoire francilien
et des activités de R&D innovation qui doivent être réalisées majoritairement sur le territoire francilien. Il y a des entreprises qui peuvent avoir 2 établissements, je dis n'importe quoi, un en Île-de-France, un en Occitanie, et la plupart des effectifs sont en Occitanie. Bon, bah, nous, on va vraiment regarder quels salariés sont en Île-de-France, pourquoi est-ce qu'ils y sont, où est-ce qu'est faite la R&D, etc. Mais voilà, ça doit être majoritairement une entreprise francilienne. L'entreprise ne doit également pas être en difficulté. Alors en 2022, c'est une petite coquille, en 2023, donc sur l'exercice précédent, au sens de la définition communautaire européenne, c'est-à-dire que vous devez avoir des fonds propres positifs et supérieurs à la moitié du capital social, à l'exception des structures de moins de 3 ans. Cette règle, de toute façon, elle est valable pour tous les dispositifs de subvention publique. On ne peut pas, nous, mettre de l'argent public sur une société qui est considérée comme en difficulté. Évidemment aussi une autre règle un peu universelle, c'est l'entreprise doit être immatriculée au moment du dépôt. Elle doit avoir un SIRET, un SIREN, etc. Sinon on ne pourra pas verser de subvention. Et on n'a pas mis de critères de durée d'existence minimale pour ce dispositif. Et enfin, l'éligibilité de si vous êtes TPE, PME ou ETI, elle va être évaluée au niveau du groupe. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des entreprises, des entités sœurs ou une holding qui vous détient, qui va détenir plusieurs entreprises, etc., tout dépend évidemment des pourcentages, mais on va évaluer vraiment la qualification PME au niveau du groupe. Donc, peut-être que vous êtes 7 dans votre entreprise, mais que vous faites partie d'un groupe où vous êtes beaucoup plus nombreux, et dans ce cas-là, vous n'êtes plus une TPE, mais une PME. Enfin voilà, donc les appartenances groupes, il faut vraiment qu'elles soient clairement identifiées au moment du dépôt de candidature pour qu'on puisse bien qualifier cette question-là. Alors, sur l'expérimentation, vous pouvez tester votre... Rapidement, Romain, il y a une question dans le chat qui demande si Oui, les EPA sont-elles éligibles? Enfin, sont-ils éligibles, pardon. les EPA, je vois pas à quoi ça correspond. Est-ce que vous pouvez préciser, Gabriel? Les établissements publics d'aménagement, certainement. Si c'est le cas, oui, comme terrain. D'accord, merci. Non, pour moi, les établissements publics d'aménagement peuvent faire partie, on va dire, comme un terrain Terrain. d'expérimentation du dispositif, mais ils ne peuvent pas déposer eux-mêmes leur dossier pour bénéficier d'une aide. Mais par contre, l'entreprise avec laquelle vous ferez l'expérimentation, elle pourra déposer son dossier et vous pourrez être qualifié comme terrain d'expérimentation et bénéficier de la solution sur votre terrain. Si c'est pas clair, je reviendrai dessus après. Donc l'entreprise peut tester sa solution sur un ou plusieurs terrains d'expérimentation partenaires, jusqu'à 3, toujours correspondant à tout ce qu'on a dit auparavant. Et l'aide peut aller de 6 à 18 mois, avec le recours possible à un évaluateur externe, mais qui est non obligatoire. En tout cas, voilà, vous ne pourrez pas dépasser 18 mois d'expérimentation sur ce dispositif-là, et il faudra que l'expérimentation dure 6 mois minimum. Et enfin, le terrain doit donner accès gratuitement aux ressources nécessaires auxquelles vous allez avoir besoin. Donc tout ce qui est communauté d'usagers, installation spécifique, etc. Voilà, tout ça doit être mis à disposition de façon gratuite. Alors, concernant les aides. Donc, cette diapo est assez importante et elle peut être un peu compliquée à lire comme ça d'une traite. Donc, il y a plusieurs types de projets qui peuvent être retenus, mais nous, on va les diviser, on va dire, en assiettes. C'est-à-dire que, déjà, il faut retenir que pour les TPE et PME de moins de 50 salariés, on va pouvoir intervenir sur une aide jusqu'à 45%, pour celles entre 50 et 249 jusqu'à 35%, et pour les ETI, on ne pourra pas dépasser 25% d'aide. Pour les projets dont l'assiette globale du projet ne dépasse pas 500 000 euros, on interviendra à 100% en subvention, avec une subvention maximale de 225 000 euros. Voilà, vous aurez que de la subvention, 225 000 euros maximum, pas d'autres modalités de financement. Pour les projets plus importants entre 500 000 euros et 1 million d'euros, l'intervention va être modifiée, dans le sens où on va vous donner un financement à 2 tiers en subvention et à 1 tiers en pré-innovation R&D, qui est un outil de la BPI.
Donc, sachant que la subvention pourra là être au maximum de 300 000 € et le prêt de 150 000 €. C'est vraiment des indicatifs maximum, hein. C'est pas obligatoire qu'on vous donne le maximum. Et pour les très gros projets qui dépassent une assiette globale de 1 million d'euros, là, on interviendra à 50% en subvention, dans la limite de 500 000 € et à 50% en prêt à l'innovation, au maximum à 500 000 € également. Qu'est-ce qui est éligible sur les dépenses? Donc, je vais faire très rapidement. Tout ce qui est frais de personnel qui est affecté au projet, donc qui va vraiment servir au projet, donc que ce soit les chercheurs, les ingénieurs, des doctorants, des techniciens, des alternants, etc. Tout ce qui est prestations externes, ça peut être juridique, conseil, pour la réalisation d'un démonstrateur ou d'un prototype. Des prestations techniques que vous ne pouvez pas porter vous-même et que vous sous-traitez, mais dans ces cas-là, il ne faudra pas que ça représente plus de 49% des coûts liés aux frais de personnel. Notre but, ce n'est pas de financer des projets qui sont entièrement sous-traités. Tous les amortissements du matériel, des investissements engagés sur la durée du programme, toutes les dépenses liées à l'évaluation de l'expérimentation, y compris à l'expérimentation du concept, et les dépenses que vous pouvez déployer sur l'expérimentation. Voilà, donc en gros, les bénéfices, pour vous, ça va pouvoir être de valider un prototype et votre preuve de concept en conditions réelles avec un vrai terrain pour pouvoir ensuite vraiment le déployer à grande échelle. Favoriser l'adoption d'une solution innovante, d'initier les transformations, d'accéder à un réseau d'acteurs publics de premier plan qui pourront peut-être vous aider par la suite à déployer votre solution à plus grande échelle et réaliser votre expérimentation dans un cadre et un processus de confiance. Alors, s'il y a des questions-réponses là, à ce stade, sur ce qu'on a pu dire avec Gladys et Arthur jusqu'à présent, vous pouvez les poser dans le chat. Sinon, on continue. Peut-être le temps qu'on prenne quelques questions, que les gens formulent leurs questions. Moi, j'avais une question qui revient assez souvent. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur la précision des dépenses éligibles sur les frais de personnel? Est-ce que des frais de personnel de type stagiaire, apprenti, contrat de professionnalisation ou doctorant sont éligibles sur ces coûts? Oui, tout cela est éligible sur ce dispositif précis. D'accord, merci. L'accompagnement est-il cumulable avec d'autres accompagnements BPI, exemple FPI? Alors, ça va dépendre. Déjà, il ne faut absolument pas que le programme que vous puissiez avoir sur le InnovUp expérimentation de transition écologique, que les dépenses ne viennent pas. Enfin, je reprends. Il ne faut absolument pas que dans les deux programmes, il y ait des dépenses qui soient similaires. Enfin, qui soient identiques. Vous ne pouvez pas nous demander de financer des choses sur ce dispositif-là et les faire financer aussi sur un autre dispositif. Généralement, c'est mieux que le premier programme BPI soit clôturé. Je sais que généralement, ça va concerner les mêmes programmes ou les mêmes produits, etc. Voilà. Donc, en soi, c'est cumulable, mais il vaut mieux en faire un après l'autre généralement. À part si c'est vraiment deux projets différents, où il n'y a vraiment pas de dépenses similaires, etc., etc. Est-ce que dans les aides, vous avez accès à un réseau public pour expérimenter? Je laisse Arthur répondre. Alors, je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre la question, mais si je la comprends dans le bon sens, dans les aides, enfin dans l'accompagnement, si vous êtes intéressé par le programme en tant qu'entreprise et que vous nous contactez, nous, on est en relation avec plusieurs collectivités et d'autres terrains d'expérimentation potentiels qui nous ont formulé des enjeux qu'ils rencontraient sur leur territoire et qui souhaiteraient peut-être tester ouais, d'accord, c'est bien la question. Et qui voudraient peut-être tester des solutions innovantes pour y répondre. Et dans ce cas-là, en effet, oui, on peut tenter de vous mettre en relation avec ces terrains-là pour voilà, que vous puissiez échanger et peut-être donc que ça se concrétise sur un projet commun. Également, la raison de la participation des partenaires comme Cap Digital, Solar Impulse et Construire au futur. Chacun, nous avons dans nos communautés des relations avec des collectivités territoriales ou des délégataires qu'on peut également sonder sur des solutions ou sur des priorités que l'on sait importantes pour eux.
Comment un territoire peut se porter volontaire pour devenir terrain d'expérimentation? Quelles sont les démarches? Alors là-dessus, on va revenir dessus après. En fait, on a mis en place notamment des formulaires, l'un pour les entreprises, l'autre pour les terrains d'expérimentation, qui nous sert à savoir un petit peu voilà, quelle est la typologie de votre terrain, ce que vous recherchez, quels sont vos enjeux. Et puis ensuite, on organise une réunion, voilà, un rendez-vous en visio avec généralement voilà, les personnes qui sont là et qui vous présentent le webinaire aujourd'hui, pour voilà, bien s'assurer, enfin bien comprendre quels sont vos enjeux et puis peut-être déjà vous proposer des solutions ou alors on peut aller en sourcer de notre côté, si, soit dans notre catalogue, on a un catalogue en ligne qui permet de les mettre en avant ou alors au-delà peut-être aussi. Merci Arthur. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va vous mettre le lien à la limite du formulaire dans le chat. Oui, on peut Ah, mettre le lien dans le chat absolument et en plus on l'a mis dans les slides que vous recevrez à l'issue du webinaire. Donc. Peut-être en complément, il y a un mini-site dédié au projet où vous retrouvez ces formulaires accessibles tout au long de l'année, hein. C'est bien un dispositif en fait ouvert au fil de l'eau. Donc en fait, n'hésitez pas à manifester vos enjeux, vos enjeux de transition écologique, voilà, sur lesquels vous pensez que l'innovation pourrait apporter quelque chose à tout moment. Donc, voilà, c'est vraiment disponible, donc il n'y a pas d'échéance. Voilà, on est vraiment disponible au fil de l'eau pour recueillir vos besoins et y apporter des réponses. Alors, si on fait déjà le programme d'expérimentation de Paris & Co, est-ce qu'on peut candidater à InnovUp, sachant qu'il n'y a pas de financement dans le programme d'expé que l'on fait actuellement? On a gagné un accompagnement Paris & Co, une mise en place avec une commune précise. Tout à fait. Alors Tout oui, à fait. la réponse est oui, on a Oui. déjà eu le cas plusieurs fois, on est même en relation assez, assez quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais souvent avec Paris & Co. Comme il n'y a pas de financement, oui, c'est éligible, il n'y a pas de risque de double financement. Ce que propose Paris & Co, c'est un accompagnement avec ses équipes, alors que le programme InnovUp propose plutôt un financement et en plus de ça, voilà, un accompagnement en plus si nécessaire, mais sinon, c'est tout à fait éligible, oui. Alors je réponds à la prochaine communication. On ne prend pas en compte, effectivement, je ne l'ai pas précisé, le budget communication. Toutes les dépenses doivent vraiment être relatives au régime RDI, c'est-à-dire recherche, développement, innovation. Et tout ce qui est communication, etc., ça, du coup, on le prend pas en charge. Est-ce que des réserves de biosphère qui regroupent différents acteurs, communes, entreprises, agences de préservation de la biodiversité, et sont de fait territoires d'expérimentation du développement durable seraient-elles éligibles? En tant que terrain, du coup, non? Oui. Oui. Tout à fait. Si on est sur un groupement d'acteurs publics type collectivité territoriale, voilà, donc tout à fait, hein. Oui, oui. En tant que terrain d'expérimentation, il n'y a pas de souci. Et j'ai répondu à la dernière question à l'écrit, mais je le dis pour tout le monde. L'accord du terrain d'expérimentation lors de la candidature va se matérialiser via une lettre d'intention écrite par la collectivité, par votre terrain d'expérimentation en tout cas, disant qu'il est intéressé pour déployer votre solution sur son terrain. Et je Et vous ai mis du coup dans le slide, dans le chat, les 3 liens. Le lien vers le programme, le lien vers le formulaire entreprise et le lien vers le formulaire terrain d'expérimentation. alors, je réponds à la dernière question, effectivement, parce qu'elle est intéressante. Enfin, quoi que c'est pas la dernière, mais je propose qu'on prenne celle-ci, après je répondrai à l'écrit, voilà. Alors, quelle est la différence entre InnovUp, French Tech et FPI, le Fonds pour l'innovation? Il n'y en a pas, pour être honnête avec vous. InnovUp, c'est un produit de la région et de BPI, où vous allez pouvoir faire des études de faisabilité. Je parle de InnovUp vraiment de façon très générale et pas uniquement de l'expérimentation de transition écologique des territoires. C'est une aide de régime RDI où vous allez pouvoir faire financer des dépenses de recherche, développement, innovation pour faire des études de faisabilité sur quelque chose d'innovant, construire un prototype sur un produit innovant, faire des expérimentations autour de la transition écologique, autour du bien vieillir, etc. Mais en tout cas, il y a un seul guichet qui existe, c'est InnovUp. Dans ce cadre-là, on est plutôt sur l'expérimentation de transition écologique des territoires. La bourse French Tech, ça finance exactement les mêmes dépenses.
sauf que ça ne prend pas en compte les expérimentations, ça fait plutôt les études de faisabilité, et c'est uniquement la BPI qui va être en financeur. Ça peut aller jusqu'à 30 000 € ou jusqu'à 90 000 € pour une bourse French Tech Émergence, mais dans tous les cas, c'est les mêmes dépenses. Et le fonds pour l'innovation, généralement, c'est pareil. Il me semble que c'est un dispositif BPI/Ville de Paris pour des études, des FESA, prototypes, etc., liés à l'innovation. Voilà, en soi, mais ça va financer globalement les mêmes choses. C'est pour ça que ces programmes ne sont pas cumulables en même temps. Voilà, c'est pour le dire très rapidement. Voilà, je propose qu'on continue et je réponds aux autres questions soit plus tard, soit tout de suite dans le chat. Parfait, merci à tous. Dans la séquence suivante, voilà, je vais vous proposer de vous présenter assez rapidement les lauréats pour vous donner en fait une petite idée, à titre d'illustration, des typologies de solutions qui sont expérimentées actuellement. Alors, je les ai catégorisées par grands sous-secteurs stratégiques. Donc voilà, nos lauréats énergie, pour vous les présenter assez rapidement, vous voyez qu'il y a en cours dans les divers départements d'Île-de-France une expérimentation de solutions innovantes d'efficacité énergétique pour les piscines municipales portée par l'entreprise innovante STEM. On a également une expérimentation de solutions permettant à partir d'énergie solaire de produire de l'électricité, du chaud et du froid, portée par Exergetica. Une expérimentation toujours sur le photovoltaïque, d'expérimentation de modules photovoltaïques innovants ultra légers, portée par Soi PV. Et enfin, dans le domaine du bâtiment et de la réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics, une expérimentation mise en place par Scorp.io, avec une commune devant lui permettre d'atteindre plus de 20% d'économie sur ses factures énergétiques de son parc de bâtiments publics. Voilà, ça vous donne une petite idée en fait des lauréats sur la thématique énergie. En ce qui concerne les lauréats sur la mobilité et la logistique, vous voyez aussi 5 expérimentations en cours. Suburban qui expérimente un véhicule électrique entre une liaison entre un quartier d'affaires et une gare RER, préfigurant une liaison de véhicules autonomes pour faciliter le trafic lors des heures de pointe. On a une expérimentation dans le domaine de la cyclo-logistique pour le transport de charges lourdes par cycle avec Silure. On a Oxymove qui adresse la problématique du covoiturage et de la mobilité douce lors des trajets des élèves domicile-école. On a également une entreprise, Cartage, qui expérimente... il y a un petit typo, désolé, une application mobile et assurantielle permettant d'assurer le covoiturage à la journée et d'assurer le fait de, effectivement, prêter son véhicule, ce genre de choses. On a également une solution Electra qui expérimente des bornes de recharge éphémères pour tester des emplacements de bornes de véhicules électriques. Enfin, nous avons côté nature et biodiversité, également, vous le voyez, plusieurs expérimentations en cours. Côté, effectivement, fosse de plantation d'arbres avec Hydrasol, qui, effectivement, propose une solution qui permet d'optimiser les problématiques d'eau pour, effectivement, la gestion de l'eau en ce qui concerne les plantations urbaines. Nous avons également Mewp qui expérimente une colonne urbaine végétalisée et connectée, WaterConnect qui expérimente un îlot de fraîcheur autonome et écologique, et enfin Urban Canopy qui expérimente une solution de végétalisation des toitures et façades. Et enfin, quatrième et dernière thématique, concernant l'économie circulaire, nous avons Terre Utile qui expérimente une solution de réutilisation des terres excavées pour végétaliser de nouveaux espaces. Et enfin, MyTroc qui expérimente une plateforme numérique permettant d'optimiser, de faciliter la circulation du matériel entre entités d'un groupement hospitalier. Ils vont nous en parler juste après. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu des illustrations des lauréats à date, vous montrant ce qui est possible et peut-être vous permettant aussi de vous inspirer de ces cas d'usage.
Sans plus tarder, je passe la parole à Stéphane qui va introduire Oui. MyTroc. Alors effectivement, le but pour nous était de vous présenter la façon dont a pu se monter un projet et quelle est l'inspiration et donner inspiration sur des projets qui pourraient être déposés demain. Et sans plus tarder, je propose à Camille Galliot de MyTroc Pro, hein, et à Fabrice Blebard du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, de prendre la parole et de nous présenter l'expérimentation qui est soutenue dans le cadre du dispositif. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Voir non, entendre oui. Très bien. Et maintenant, on Et a on même vous la voit. vue. Et maintenant, on Super. voit. Ben, c'est génial. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Camille, je suis responsable du développement commercial de chez MyTroc et donc du coup de la création de nouveaux cas d'usage. MyTroc, nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est spécialisée donc, dans le réemploi de matériel professionnel. Donc notre rôle, c'est d'ordonnancer le réemploi au sein de structures privées comme publiques. Et on travaille avec des différents secteurs comme l'eau, l'énergie, des universités, des collectivités et grâce à ce dispositif, maintenant des groupements hospitaliers. Donc, pour vous parler du projet, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une plateforme digitale, donc une marketplace, permettant à tout le personnel médical du groupement hospitalier territorial Paris Nord-Est de venir s'inscrire volontairement pour s'échanger des ressources professionnelles. Donc le but, ça va être de faciliter les dons et les échanges au sein du centre hospitalier, de rendre visibles et accessibles tous les gisements de matériel, mais aussi donc d'allonger le cycle de vie du matériel et de rendre le réemploi facile. Donc pour ça, on va créer une plateforme, donc une sorte de Le Bon Coin interne, donc un site de petites annonces avec tout le matériel inutilisé au sein des différentes composantes du groupement hospitalier. Donc, ça va nous permettre de quantifier tout ce qu'on peut économiser donc en termes de ressources, mais tout le CO2 aussi qui va être évité, tous les kilos de déchets ou les kilos de ressources qu'on va sauver. Voilà, donc on peut tourner le slide. Donc, en fait, on va fonctionner en entonnoir. Donc, on va créer donc, cette plateforme digitale. Tout d'abord, chaque centre hospitalier qui compose le groupement hospitalier territorial. Donc, en fait, le groupement hospitalier territorial, il est composé de 3 grands centres hospitaliers. Donc, ces centres hospitaliers vont pouvoir, en interne, mutualiser leur matériel, donc déposer leurs annonces, faire en sorte que les médecins, les pratiquants et les agents s'échangent du matériel d'abord en interne. Tout le matériel qui n'aura pas trouvé preneur va être proposé à l'ensemble du groupement hospitalier. Donc, les centres hospitaliers vont pouvoir échanger entre eux. Et tout le matériel qui n'a toujours pas trouvé preneur va être donné à des associations ou des éco-organismes d'Île-de-France. Donc les bénéfices, ils sont nombreux parce que d'abord, ils vont être écologiques. On donne une seconde vie au matériel, on réduit l'empreinte carbone du groupement hospitalier, on allonge la durée de vie du matériel. Aussi économique, point très important pour le groupement hospitalier. Donc on fait circuler efficacement les ressources au sein du centre hospitalier, on économise sur les achats de ressources neuves et on limite les frais de stockage. C'est aussi un outil qui est fédérateur dans le sens où on va impliquer tout le personnel médical dans la démarche RSE du GHT et on va développer la cohésion et le lien social, parce que ça va faire en sorte que des personnes se rencontrent pour s'échanger des ressources. Ensuite, si on parle de bénéfices pour le personnel médical, donc c'est un réel gain de temps, parce qu'au lieu de faire une demande d'achat, ils vont pouvoir trouver tout de suite le matériel dont ils ont besoin. Donc on sait que dans ce genre de profession, il faut aller vite. Ça va leur permettre aussi d'avoir un espace d'entraide et de renforcer les liens. Pour tout ce qui est achat et logistique, ça va permettre aussi de réduire les demandes en termes de demande de matériel, d'avoir une traçabilité sur les ressources, de savoir où vont les ressources. C'est au slide suivant. Voilà, donc voilà un petit peu tous les aspects, les bénéfices et les enjeux du projet.
Oui, je sais pas si Fabrice, pardon, je ne sais pas si vous êtes là. Oui. On aurait aimé également vous entendre sur votre retour d'expérience, pourquoi être devenu terrain d'expérimentation et quelle a été la démarche pour vous? Ouais, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez? On vous entend. Ah, très bien. Donc bonjour à tous, donc Fabrice Blebard, je suis ingénieur logistique et responsable développement durable sur le groupement hospitalier du Grand Paris Nord-Est. Donc c'est les hôpitaux de Montfermeil, Montreuil et Aulnay-sous-Bois. Nous, en fait, l'objectif qu'on avait par rapport à ça, parce que les contacts avec MyTroc datent depuis quelques temps déjà. Nous, les objectifs étaient très clairs, hein. La volonté qu'on avait, c'était de pouvoir déjà renforcer notre politique de développement durable sur le GHT. Donc, on est vraiment passé à une vitesse supérieure par rapport à tout ça. Il y avait aussi la réduction, la volonté de réduire notre empreinte carbone du GHT. On sait que le secteur de la santé, c'est quand même 8% des émissions de carbone au niveau national. Donc nous aussi, on voulait avoir notre pierre, enfin en tout cas apporter notre pierre à l'édifice sur ce sujet-là. Et puis sujet très important aussi pour un service public, c'est comment réduire la pression sur nos budgets, sur nos finances dans un contexte quand même inflationniste. Donc, c'était de se dire, voilà, comment on peut faire tourner aussi les ressources que l'on a déjà en interne, plutôt que de devoir systématiquement acheter le produit qui est peut-être disponible dans le service voisin. Mais pour des raisons de commodité et de non-visibilité du matériel, c'était un petit peu compliqué. Donc, la solution, elle était identifiée. Maintenant, c'était comment on pouvait trouver une solution qui s'adapte et qui permettent aussi de répondre aux spécificités du milieu médical sur 3 établissements et même, sur un périmètre qui touche le territoire, puisqu'on voilà, l'objectif, c'est de pouvoir aussi intégrer des associations, pour limiter, justement notre impact carbone et réduire, nos déchets et la pression sur nos dépenses. Donc, heu, donc ça, c'était vraiment l'idée de base, l'intérêt qu'on a, nous, de pouvoir utiliser, c'est de passer par le dispositif InnovUp. C'est que ça nous permet, en tout cas pendant 18 mois, de pouvoir tester, de pouvoir, développer et surtout adapter une solution, qui corresponde vraiment à nos spécificités. De pouvoir calculer aussi un ROI parce que c'est ce qui va faire aussi qu'après au niveau de nos directions, on va pouvoir, continuer, avancer, sur ce sujet-là. Mais cette fois-ci, c'est un ROI qui sera beaucoup plus fiable, dans le sens où on aura une période de 18 mois pour vraiment le calculer et le définir. Ce qui est un gage, après derrière pour pouvoir aller, heu, vendre et en tout cas échanger sur le sujet au niveau des directions. Donc aussi tout l'intérêt de passer par Innoveup pour un service public comme le nôtre. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Merci à vous. On avait prévu un petit temps de questions-réponses à ce niveau-là, suite voilà, aux illustrations et au retour d'expérience de MyTroc et du groupement hospitalier. Donc, est-ce que voilà, vous avez des questions sur cette partie-là? Sinon, on va Il y a une enchaîner. question dans le chat qui a été posée par Valérie Charles pour le projet MyTroc Pro. Est-ce que ce système pourrait être mis en place entre communes d'un même EPCI pour du partage de matériel communal? Ouais, alors c'est totalement possible. Ces plateformes, on peut les mettre en place un petit peu partout. On le fait déjà pour certaines mince, pour certaines agglomérations, pour certaines régions. Donc oui, et pour certaines métropoles aussi. Donc on pourra en reparler et échanger nos contacts après si vous le souhaitez. Il y a également une question de Frédéric Marquet. Est-ce que vous assurez la mobilisation du personnel médical dans votre offre? Est-ce qu'on assure? Attendez, je vais regarder la question. Est-ce que vous assurez la mobilisation du personnel médical dans votre offre? Alors oui, du moins on la met en place avec les services de communication. Donc on va leur donner tous les clés en main, on va leur donner les grandes étapes et puis nous on va accompagner les porteurs de projets dans comment on va toucher le plus de monde, comment on va bien communiquer sur le projet. Donc oui, totalement. Et en plus c'est le nerf de la guerre, la communication dans ce genre de projet. C'est un sujet sans dévoiler, mais quand on a fait la préparation de l'entretien, c'est un sujet qu'on a abordé qui est la mobilisation du terrain, qui ne fait pas que mettre à disposition un terrain, mais qui accompagne également la démarche.
Fabrice, vous nous expliquez justement comment les choses se sont construites pour vous. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est pas une solution en fait clé en main. C'est-à-dire qu'en fait, pour que enfin, en tout cas, ça c'est mon avis, hein, mais pour que le projet, l'expérimentation soit vraiment bénéfique et marche bien, il faut vraiment un engagement de la part du terrain d'expérimentation. C'est pas juste ouvrir les portes, mais c'est comment derrière on donne les moyens et les conditions, de réussir à la fois par rapport à la solution innovante et à la société qui l'apporte, mais aussi en interne sur l'utilisation. Donc oui, ça nécessite quand même un accompagnement, en tout cas un déploiement en interne qui soit accompagné, pas forcément laisser, toutes les clés, à la solution. Sinon derrière, bah, malheureusement, il y a de grandes chances qu'on ait une solution, mais qui ne réponde pas aux besoins des utilisateurs. Donc c'est vraiment important dans la mise en œuvre de la solution, qu'il y ait un véritable échange, sur comment entre la solution la solution, pardon, innovante et le terrain d'expérimentation. Sinon, voilà, on aura une belle solution, mais qui ne sera pas forcément utilisée par le terrain d'expérimentation. Donc, je pense on pourra pas forcément en tirer de bonnes conclusions sur le sujet. Donc il y a une nécessité que le terrain d'expérimentation puisse se doter entre guillemets d'une petite équipe projet pour vraiment déployer, que ce soit au niveau de la com, des services techniques, enfin de la direction informatique, et même des services utilisateurs, hein, des représentants pour pouvoir le faciliter et favoriser le déploiement en interne. Oui, c'est ce que vous nous expliquiez également qu'au-delà du ROI, de l'expérimentation, c'est aussi laisser le temps, à vos équipes, hein, de s'approprier une nouvelle solution et donc de co-construire, avec la société innovante, l'ensemble du projet et de fédérer les équipes au fur et à mesure autour du projet. Exactement, d'où l'intérêt d'avoir un terrain, enfin en tout cas une durée d'expérimentation de 18 mois parce que Ah, Fabrice. a-t-on perdu Fabrice? Bon, je crois qu'on a perdu Fabrice, mince. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on continue parce que je vois l'heure qui tourne en Oui. parallèle. De toute façon, Ah, il est revenu. Peut-être qu'il y avait une. très bien. il y a une petite coupure, mais voilà, c'est le fait d'avoir une période de 18 mois, c'est vraiment aussi très intéressant pour fiabiliser les retours d'investissement. Il existait deux autres questions dans le chat. Une où on va peut-être laisser Fabrice avant de passer au sujet suivant. Quel cadre le GHT a-t-il choisi pour cette expérimentation? En termes de cadre, on parle de quel type de cadre, hein? Alors peut-être pour compléter la question, Ouais. cette personne avait posé le contexte avant en disant pour mettre en place une expérimentation, une collectivité doit trouver un cadre juridique tel qu'un marché d'expérimentation ou d'innovation avec des plafonds à 100 000 €, avec des exemples de terrains d'expérimentation, de collectivités Ouais. et leur cadre juridique. Donc voilà, c'est pour poser le Alors, contexte. dans un premier temps, étant donné qu'il n'y a pas de contractualisation dans le sens, entre guillemets, de financement, la question ne se pose pas. En tout cas, on est sur la fameuse lettre d'intention de la part de la direction, sur ces éléments-là. Après, la question se posera à partir du moment où on sera dans la volonté d'acquérir, mais tout dépendra du montant de la solution. Il y a cette fameuse barre des 40 000 € qui permet soit de faire un marché négocié sans mise en concurrence, soit effectivement, selon le montant, hein, toujours, hein, de passer sur un marché innovant. Et avec cette barre de 100 000 € si la réglementation n'a pas changé. Donc tout dépend du montant du marché. Merci. Je Ah, permettrais de pardon. rajouter que surtout que comme c'est une expérimentation, il y a aussi les marchés d'exclusivité. Oui, c'est vrai On aussi. sera les seuls vu qu'on aura fait vu qu'on propose une solution sur mesure, on sera les seuls à pouvoir conserver cette solution. Donc, on peut rester en dessous des seuils. Il y avait une autre question, mais on y répondra plus tard de la part de Sylvain sur l'évaluateur. On répondra à la fin dans un module questions-réponses. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Fabrice. Merci à vous. Merci beaucoup. On va enchaîner effectivement sur la dernière séquence qui va être la présentation de deux entreprises. Je passe la parole à Enzo pour les Super, merci beaucoup. Donc effectivement, on a voulu vous montrer des cas d'expérimentation qui ont été validés à travers les différents exemples qu'a présenté Gladys. Rentrer dans le détail de un projet qui a été décrit par Stéphane. Et pour tous les terrains d'expérimentation susceptibles d'être intéressés par des solutions, vous voulez vous faire deux présentations de solutions
qui sont, elles, intéressées d'implémenter leurs solutions, de les expérimenter sur vos territoires. Donc, on va commencer avec Nathalie Baume, qui va vous présenter Aérophile et un mobilier urbain pour une meilleure qualité de l'air dans les villes. Nathalie, je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous. Merci pour cet espace. Donc, depuis 30 ans, en fait, notre société Aérophile est le leader mondial des grands ballons captifs à l'hélium, dont dernièrement le ballon de la vasque olympique, dont on est très fiers. Et depuis 10 ans, notre société en fait surveille la qualité de l'air grâce au ballon de Paris Generali, que vous devez connaître si vous êtes en région parisienne, qui est situé dans le 15e et qui mesure la pollution de l'air dans la capitale, donc depuis 10 ans. Et depuis, en fait, on s'est donc intéressé de plus en plus à ce sujet de la qualité de l'air. Et depuis 2021, suite à un appel d'offres de la Solidéo, donc de la Société de livraison des ouvrages olympiques, qui recherchait en fait un système de purification de l'air pour des espaces extérieurs. Nos ingénieurs ont travaillé, on a développé un nouveau système de filtration de l'air. On peut passer à la slide suivante, qui s'appelle, une nouvelle technologie qui s'appelle le ParaPM et qui utilise des phénomènes d'ionisation et de filtration électrostatique qu'on avait déjà observés en fait via le ballon. Et donc, on a mis au point un système qui est donc spécialement adapté pour purifier l'air dans les espaces extérieurs ou les grands espaces intérieurs, parce qu'on arrive à avoir un débit élevé d'1 mètre cube par seconde. Et ce système capture 95% des particules fines. Donc, et l'intérêt, c'est que d'un point de vue sanitaire, c'est qu'en plus de toutes les particules fines, c'est-à-dire même les plus petites, qui sont des particules ultra fines, en fait, on est entre 0,01 micromètre et 10 micromètres, la fameuse PM10. Et donc, notre système permet, par rapport au filtre mécanique, d'assainir encore plus l'air en termes de particules fines. Et donc, on a un système qui est donc un purificateur d'air vraiment sur le thème des particules fines, qui est modulaire, qui peut s'adapter à tout type d'espace. Et chaque unité, en fait, c'est une sorte de gros tube, un peu de la taille d'un réfrigérateur, qui aspire l'air pollué et qui rejette de l'air pur, libre de particules. Et l'intérêt aussi donc de ce nouveau système, en fait, c'est que ça consomme très peu d'énergie, parce que contrairement en fait à un filtre mécanique qui va freiner l'air, notre système de filtration électrostatique fait qu'il n'y a aucune perte de charge. Et il n'y a pas de consommable. On n'a pas besoin de changer les filtres, en fait. Les particules fines sont captées et se collent sur des plaques, un petit peu le principe d'une ruche, en fait. Et donc, on a un entretien vraiment minimal, parce qu'en gros, c'est un nettoyage une fois par an des plaques de collecte, et ça repart. Donc, c'est une solution pour pouvoir travailler sur la pollution de l'air dans les sites publics qui sont exposés. Alors, on sait qu'à Paris et en région parisienne, on est finalement très soumis à la pollution de l'air. On a, pour Paris même, on a 130 jours par an, donc plus d'un tiers de l'année, où le taux de particules fines dépasse les normes fixées par l'OMS, les normes journalières de 15 microgrammes par mètre cube. Et annuellement, on devrait idéalement être à 5 microgrammes par mètre cube en moyenne. Donc, c'est vraiment un vrai sujet de santé publique. Et Santé publique France, d'ailleurs, évalue à plus de 40 000 le nombre de décès prématurés liés à la pollution de l'air en France. Et selon des chercheurs d'Harvard, on serait plutôt à près de 100 000. Donc, cet appareil, il peut être utilisé finalement dans les métros. Alors, on vient d'installer un démonstrateur dans le métro de Lyon la semaine dernière, donc on va commencer les expérimentations. Il peut être utilisé dans des cours de récréation. On a fait aussi un premier démonstrateur avec une cour d'école dans le 9e à Paris, où les résultats ont été satisfaisants parce qu'on a réussi à baisser de 30% la pollution en particules fines dans la cour d'école. C'est-à-dire qu'on allumait les appareils uniquement 10 minutes avant le début des récréations et surtout quand on avait de la pollution, parce qu'il y a des moments où ce n'est pas forcément nécessaire. Et donc, à chaque fois que les appareils étaient allumés, on arrivait à baisser le taux de particules fines de 30% dans la cour avec une dizaine d'appareils. Et donc, ce qu'on aimerait beaucoup pouvoir
travailler aujourd'hui aussi, ce sont les installations sportives. Parce que, en fait, un sportif inhale 4 à 10 fois plus de polluants atmosphériques que quelqu'un qui est au repos. Et donc, on aimerait beaucoup pouvoir faire un démonstrateur dans un gymnase ou dans une piscine municipale, parce que ça peut être un des usages de notre invention. Et donc, là, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a mis au point, du coup, spécialement pour les JO. On a fait des grandes ombrières dépolluantes, enfin un mobilier urbain dépolluant. On parle souvent des îlots de fraîcheur, mais là, c'était en fait un îlot d'air pur. Donc, on a 6 modules par APM dans cette ombrière, et donc on avait des très hauts débits qui ont permis en fait de faire toute une sorte de bulle d'air pur sur cette place pour les JO. Voilà. Donc, idéalement, la solution, elle fonctionne encore mieux quand on est dans des espaces semi-confinés plutôt que à l'air libre. Là, on était sur un démonstrateur au JO, donc ça fonctionne, mais ça reste finalement une bulle d'air pur locale. Alors que dans un métro ou dans un lieu un peu plus clos, fermé, c'est d'autant plus efficace. Dans la cour d'école, ça fonctionnait très bien parce qu'on était aussi sur une cour où il y avait des hauts murs. Et donc, avec les phénomènes aéroliques et la façon dont on fait des simulations numériques pour savoir comment placer au mieux les appareils et maximiser leur efficacité. Mais en tout cas, dans l'école, par exemple, le personnel nous a dit qu'ils n'avaient pas donné de ventoline pendant toute la durée de l'expérience, alors qu'il y avait d'habitude plein d'enfants qui prenaient de la ventoline et qui avaient des crises d'asthme dans la cour de récréation. Donc voilà, on n'a pas eu une vraie étude épidémiologique, mais on a eu quand même des très très bons retours. Donc voilà, c'est le sujet de la qualité de l'air que nous traitons. Merci beaucoup, Nathalie. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Si vous voulez, je vous propose d'y répondre directement. Comme ça, on garde le rythme. Si vous voulez, mettez aussi votre adresse email. Comme ça, s'il y a des terrains d'expérimentation qui sont intéressés, peuvent rentrer en contact directement avec vous. Et on va passer sans plus attendre à la présentation de Kikléo par Martin de Giraudaguet, qui va vous présenter une solution qui lutte durablement contre le gaspillage alimentaire. Martin, à vous la parole. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Donc bonjour, Martin Daguet, je suis un des cofondateurs donc, de la solution Kikléo qui travaille effectivement sur l'analyse et la réduction du gaspillage alimentaire. Vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, donc nous, on travaille essentiellement sur le secteur de la restauration, plus particulièrement sur le secteur de la restauration collective, donc qui regroupe plus de 80 000 établissements en France. Et donc, notamment, on travaille énormément avec tout ce qui est les établissements scolaires, établissements hospitaliers, mais également les entreprises ou d'autres secteurs comme l'armée, par exemple. Car le gaspillage alimentaire, c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui de la restauration. Ça touche voilà, tous les secteurs. Aujourd'hui, on a plus de 500 000 tonnes qui sont gaspillées chaque année, ce qui représente une perte économique de plus d'1 milliard d'euros. Donc, c'est vraiment quelque chose de conséquent et qui a évidemment en plus un enjeu écologique très fort, puisqu'on estime que le gaspillage est responsable de plus de 10% des émissions de CO2 mondiales. Donc, face à ce constat, on a développé des solutions, comme vous le voyez à l'écran, pour réaliser des diagnostics de manière vraiment automatique et qui vient enlever cette partie vraiment chronophage de pesée manuelle que les établissements essayent de mettre en place. Donc, ça se présente sous la forme d'un petit boîtier, une petite caméra comme ça que vous voyez à l'écran, qu'on vient fixer au niveau de la zone de débarrassage des plateaux repas. Donc, soit au-dessus d'un tapis roulant, soit à côté d'une table de tri, sur la table de tri. Globalement, aujourd'hui, on trouve toujours le moyen d'intégrer notre solution. Et l'idée, c'est grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, on va reconnaître automatiquement les aliments qui sont gaspillés sur le plateau des convives et pouvoir calculer du coup automatiquement ce qui a été gaspillé par composante alimentaire, le poids, le coût financier, l'empreinte carbone sur un logiciel. Alors là, je voulais présenter une nouvelle innovation qu'on est en train justement de concevoir et qu'on aimerait tester. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des terrains d'expérimentation qui intégrera un écran donc, qui permettra donc, de faire, au niveau du travail de fond, c'est la même chose, c'est une analyse du gaspillage alimentaire très poussée. Mais ici, on intègre un écran pour avoir un peu plus d'interaction avec le convive. Donc, soit pour partager du contenu de sensibilisation, donc des messages sur le gaspillage alimentaire, ou plus particulièrement sur ce qu'il y a sur le plateau de la personne pour essayer de le sensibiliser par rapport à ce qu'il a gaspillé, ou bien même interagir via des questionnaires
pour savoir pourquoi la personne a gaspillé tel ou tel aliment, ce qui nous permet derrière de coupler les informations quantitatives qu'on a avec des informations qualitatives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, qui venait initialement d'une demande du terrain et que maintenant, voilà, on souhaite expérimenter. Et pour finir, la dernière slide, juste pour vous présenter un petit peu donc, comment on récupère les données derrière. Donc, une fois qu'elles sont récoltées sur site, les données remontent automatiquement le jour même ou le lendemain matin en fonction du temps de traitement sur un logiciel. Et donc, toutes les équipes du projet, ça va être les équipes de restauration, le chef et les équipes au sein d'une collectivité, par exemple, pourront regarder ce qui se passe en temps réel au niveau du gaspillage de l'établissement avec les grands indicateurs de poids, de coûts financiers, d'empreinte carbone et vraiment naviguer de manière très, très simple sur les résultats pour savoir qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui au sein du restaurant, qu'est-ce qu'il faut améliorer, quelles portions il faut éventuellement réduire, quelles recettes il faut revoir, etc., etc. Donc, c'est vraiment un outil qui est très complet, qu'on continue de développer. On a déjà accompagné plusieurs établissements et on souhaite aujourd'hui tester de nouvelles innovations avec ce que je vous ai présenté. Avec plaisir pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Martin. Du coup, effectivement, on a quelqu'un dans le chat qui demande à avoir vos coordonnées, donc n'hésitez pas à les mettre. Comme ça, au moins, vous pouvez rentrer en contact directement avec des terrains potentiels. Voilà, en parallèle, s'il y a encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser. Je mets aussi un grand merci à tous les intervenants. Je mets aussi le slide de contact. Donc, effectivement, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez retrouver des personnes qui ont fait un retour d'expérience ou partagé lors de cette matinée. Ou si, pour toute question sur le programme, vous avez compris qu'on cherche vraiment à jouer un rôle de facilitation. Donc, on le fait bien évidemment avec plaisir. Et vous trouvez aussi le lien des formulaires pour directement manifester vos enjeux. Et suite à quoi, en fait, on vous recontacte comme on l'expliquait. Je crois qu'il y avait une dernière question dans le chat auquel on n'a pas répondu tout à l'heure pour avancer. Peut-être que si la personne est encore là, je peux y répondre. La question était quel organisme assure l'évaluation extérieure indépendante des solutions expérimentées sur 18 mois? Alors en fait, cette évaluation extérieure, elle est pas obligatoire, elle est facultative, mais nous on la recommande parce que donc en tant que porteur de solution, ça vient attester de la qualité de votre innovation. Mais cet organisme, il en existe différents, hein. C'est, soit vous en connaissez, vous de votre côté, et vous pouvez donc leur demander de vous faire un devis pour que l'inclure dans le coût global des dépenses de votre projet et qui seront pris en charge, comme l'indiquait tout à l'heure Romain. Ou alors, si vous n'en connaissez pas, en fonction des thématiques, nous, on est en relation avec certains d'entre eux et on peut vous mettre en relation avec eux pour avancer. Il y a notamment, par exemple, le CEREMA qui peut intervenir sur certaines évaluations externes, des organismes comme Advancity, ou voilà, il y a d'autres, et parmi plein d'autres. Plus de questions? Eh bien, écoutez, un grand merci. On vous enverra de toute façon le replay. Il sera disponible également sur la chaîne YouTube du réseau Île-de-France Entreprises. Donc voilà, vous pourrez le retrouver et on vous communiquera également le support par un email dans la journée ou plus tard en début de semaine prochaine. Un grand merci pour votre participation. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir, merci. On peut couper l'enregistrement.